Bonjour, bienvenue parmi nous pour cette première vidéo sur l'Arcana de notre part. Donc cette vidéo va s'attacher à vous présenter une initiation à la stratégie de jeu dans le monde des jeux de cartes à collectionner, que je vais appeler JCC au long de la vidéo. Première vidéo sur l'Arcana. En effet, vous avez pu voir que notre chaîne a été renommée, notre association a été renommée récemment. On s'appelle donc maintenant Meeple Academy avec une nouvelle identité visuelle, un nouveau logo. On est toujours sur la même chaîne qu'avant, mais un autre changement, c'est que on va se focaliser plus sur l'Orcana que, contrairement avant, à Magic the Gathering, un autre JCC. Pourquoi ce switch sur l'Orcana? Parce qu'on est nombreux à l'association à trouver que le jeu L'Orcana est très bien designé, est un jeu très intéressant. Et pourquoi cette vidéo sur une espèce de masterclass, un cours fondamental pour apprendre les bases de la stratégie dans les jeux de cartes collectionnées, et ici on va principalement parler de l'Arcana. Pourquoi avoir fait ça? La raison, c'est principalement que on a pu voir que l'Orcana avait eu ce pouvoir d'attirer dans le monde des jeux de cartes collectionnées des joueurs qui avant étaient plutôt des joueurs de jeux de société ou même pas forcément, qui étaient plutôt réfractaires au JCC et qui allaient simplement s'intéresser à l'Orcana pour le lore Disney qui est derrière leur dessin animé préféré. Et ça nous a ramené beaucoup de nouveaux joueurs qui vont être des joueurs dans ce cas-là plutôt novices sur les jeux de cartes à collectionner, sur les JCC. Et l'Orcana offre aussi cette possibilité de commencer au chapitre 1 pour les gens qui ont pu évidemment se procurer suffisamment de produits pour jouer évidemment. Mais commencer au chapitre 1 d'un jeu comme l'Orcana, c'est aussi la possibilité de commencer avec on va dire avec un méta qui va être relativement simple comparé à d'autres JCC beaucoup plus anciens et beaucoup plus complexes à appréhender. Et du coup, cette simplicité attire aussi pas mal de joueurs. On voit sur nos tournois ou sur d'autres tournois où on a pu se rendre des gens qui vont être là principalement parce qu'ils ont envie de jouer leur deck avec des personnages Disney qui leur font plaisir. Et c'est très bien, c'est la grosse force pour moi de l'Orcana. Mais il y a parmi ces gens-là une une partie qui souhaiterait aussi se perfectionner, qui se retrouve des fois confrontés à des échecs successifs, à des difficultés, soit pour construire leur deck, soit pour faire des choix pendant la partie, pour concrétiser des victoires alors qu'ils sentent qu'ils en sont pas loin, ou alors à l'inverse, qui sont complètement dépassés et qui se rendent compte qu'ils ont beaucoup de difficultés à, à remporter une victoire. Donc ce masterclass va avoir pour but de donner à ces gens-là des bases, des notions pour consolider leur manière de jouer. Et si vous êtes un joueur un peu plus expérimenté, voire très expérimenté, restez avec nous. Ça vous permettra de voir les choses peut-être avec une approche différente. Et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas aussi à le partager avec des joueurs de votre entourage plus novices qui pourraient avoir un plus grand intérêt aussi à écouter cette vidéo et auraient des choses à apprendre. Le but étant d'avoir un maximum de joueurs qui vont pouvoir tirer profit des nouvelles connaissances pour accéder à la scène compétitive de l'Orcana au sein des tournois, des boutiques locales ou des associations et à l'avenir, on espère, début 2024, au sein de la scène compétitive officielle pour avoir le meilleur niveau de jeu possible sur ces événements. Avant de commencer dans la stratégie pure et dure, une petite introduction. Comme on l'a dit, l'Orcana a la force de pouvoir proposer de s'amuser avec du jeu familial. Si vous avez pu acheter ne serait-ce qu'un starter et quelques booster packs, faire votre deck avec les personnages que vous aimiez bien, dans les couleurs que vous aimiez bien, vous amuser avec votre famille ou votre cercle d'amis. C'est une très bonne approche, c'est très bien. Ça permet de s'amuser comme ça sans forcément jouer la gagne. La vidéo ici va plus s'adresser à des gens qui souhaiteraient s'intéresser à un jeu plus compétitif, mais c'est fréquent qu'on voie dans un groupe d'amis le niveau qui monte progressivement avec des gens qui se renseignent, notamment en regardant peut-être des vidéos comme celle-ci, et plusieurs membres du groupe d'amis vont ensuite s'intéresser aux jeux compétitifs, aller dans les boutiques locales, dans les associations locales qui organisent des tournois, et qui sait peut-être ensuite, début 2024, quand la scène compétitive officielle Urban Pokémon sera mise en place, de participer à des plus gros événements.
sur une scène du coup compétitive avec le plaisir que ça procure. Qui dit scène compétitive dit évidemment respect des valeurs fondamentales du jeu, le fair play, le plaisir du jeu qui doivent toujours rester au centre, notamment ce qui est le cas maintenant quand il y a dans les tournois ce qu'on a pu voir régulièrement des grosses différences de niveau de jeu, d'expérience de jeu entre les joueurs, entre des joueurs très expérimentés qui viennent d'autres jeux euh, et des joueurs tout nouveaux qui en sont à peine une cinquantaine de parties avec leur canard. Il peut y avoir des grosses différences de niveau à la fois dans le jeu et dans la manière dans le deck pardon, et dans la manière de le jouer. Ça ne doit pas empêcher le fair play, le respect de l'adversaire, euh, l'humilité dans la victoire. Je pense que c'est important de le rappeler. Pourquoi faire la vidéo maintenant? Évidemment, on est au moment où je tourne la vidéo là, on est à peu près à 30% des spoils du chapitre 2. La vidéo ne va parler que de cartes du chapitre 1, va être illustrée avec que des cartes du chapitre 1. Mais donc avec ce chapitre 1 actuellement, on est sur 204 cartes et seulement 9 mots-clés, les 6 couleurs évidemment. Et ça permet d'avoir une certaine simplicité, d'avoir une certaine facilité à expliquer des concepts qui seraient beaucoup plus difficilement explicables, cernables on va dire, avec un jeu où il y aurait plusieurs dizaines de milliers de cartes comme Magic the Gathering par exemple. Euh, il peut y avoir des gens qui vont toujours un peu sur les deux approches familiales ou compétitives, mais pas forcément. Il va y avoir des gens qui vont choisir de jouer des listes complètement perso, qui vont avoir plaisir à faire leur propre deck, même en sachant qu'ils vont être sous optimum. Des gens qui vont directement être tentés d'aller voir sur internet les listes qui fonctionnent et vouloir les copier. Là, pareil, pas de jugement. Après, souvent, le fait d'aller voir les listes sur internet, ça peut être aussi vécu comme un manque de confiance en soi dans le deck building. Deck building, donc la capacité à créer son propre deck avec son pool de cartes. Donc c'est aussi l'intérêt de la vidéo pour les gens qui aujourd'hui se sentent pas capables, ne se sentent pas assez expérimentés pour créer un deck avec les cartes qu'ils ont en assemblant les choses entre elles et qui seraient tentés d'aller voir des listes sur internet, peut-être qu'avec la vidéo là et peut-être d'autres, vous aurez la possibilité de réfléchir plus par vous-même et de trouver un jeu qui vous convienne. La pratique très importante, il va falloir jouer. Il y a beaucoup de manières de progresser dans les jeux de cartes à collectionner, mais jouer reste, je pense, la plus importante. Regardez des vidéos, regardez des vidéos explicatives de règles, regardez des parties, des replays de parties dans des tournois, c'est très très bien. Mais la pratique, enchaîner les parties, ça reste quand même quelque chose de fondamental. Donc nous sommes ici pour aider les joueurs à améliorer leur niveau de jeu. Donc on va faire juste cette petite slide pour détailler un petit peu qu'est-ce qui constitue le niveau de jeu d'un joueur de l'Orcana, par exemple sur un tournoi. Donc il va y avoir premièrement son deck. Donc indépendamment du joueur, le deck, il va être construit d'une certaine manière, il va répondre à certaines règles, à certaines normes qu'on va détailler par la suite ou pas, et on peut qualifier un deck, en le regardant assez rapidement, d'un deck qui va être plutôt mal conçu, plutôt moyennement bien conçu, très bien conçu ou exceptionnel dans certains cas. Donc le deck a un certain niveau qui va avoir sa part dans la performance que le joueur fera avec. En plus de ça, et plus directement pour le joueur lui-même, on va avoir le niveau de connaissance des règles du joueur, le fait qu'il va pas tomber dans des pièges, qu'il va pas oublier des choses stipulées par les règles, qu'il va utiliser les règles à son avantage. Donc très important la connaissance des règles. On a beaucoup de joueurs qui vont, par leur méconnaissance du règle, par leur méconnaissance des règles, pardon, manquer de confiance en eux. C'est quelque chose qui vient avec le temps. J'ai parlé juste avant de l'importance d'enchaîner les parties. C'est aussi ça à chaque fois. C'est chaque fois qu'on fait une partie, qu'on gagne ou qu'on perde, on a appris quelque chose normalement à la fin qui nous servira pour les parties d'après. Troisième point, la maîtrise de son deck. Donc on a dit le deck peut avoir un certain niveau, le deck peut être plus ou moins bien construit, mais indépendamment de ça, un joueur qui maîtrise parfaitement un mauvais deck pourra être bien plus fort qu'un joueur qui maîtrise pas du tout un très bon deck.
et c'est ce que j'ai voulu illustrer par le petit histogramme qui est présenté, c'est que les différentes composantes qui définissent le niveau de jeu d'un joueur peuvent fluctuer. Là, on a l'exemple d'un joueur A qui serait excellent partout, donc il a une parfaite maîtrise, il a un deck exceptionnel, il a une parfaite maîtrise des règles, une parfaite maîtrise de son deck, et le dernier point que je n'ai pas encore évoqué, une parfaite maîtrise de la méta. La méta, pour les non-initiés, ce qu'on appelle la méta, c'est tout ce qui gravite autour du jeu Lorcana, c'est-à-dire ça va être l'ensemble des decks qui sont joués. Quand on dit la méta, c'est les decks qui sont joués euh, dans les tournois Lorcana, parmi toutes les possibilités, quelle proportion est jouée, qu'est-ce qui est plus joué que quoi, et ainsi de suite. Donc dans l'exemple que j'ai ici, on aurait un joueur A qui serait exceptionnel dans tout, on aurait un joueur B qui aurait un deck exceptionnel, un deck vraiment, si on pouvait dire qu'il y avait un meilleur deck du format, il jouerait ce deck-là, mais par contre il est plutôt débutant en ce qui est en termes de règles, de connaissance de la méta. Connaissance de la méta implique aussi savoir ce que peut jouer son adversaire. En voyant deux trois cartes du deck adverse, un bon joueur aujourd'hui va pouvoir facilement deviner 60-70% des cartes qui composent le deck adverse, notamment grâce à la simplicité que j'ai évoquée tout à l'heure avec les seulement 204 cartes qui sont présentes au chapitre 1. Ça va se complexifier à l'avenir. Mais ce joueur B, qui a un excellent deck, il a donc plutôt des difficultés sur d'autres niveaux, alors que le joueur C, qui lui a plutôt un deck moyen, mais par contre il le maîtrise à la perfection, il maîtrise les règles à la perfection. Sachant ça, il va aussi être beaucoup plus sûr de lui, et on verra aussi dans la présentation l'aspect psychologique, plutôt à la fin, qui sera très importante. Donc on peut avoir la puissance du deck qui va être pondérée par la puissance, par la performance du joueur en lui-même. Et donc tous ces paramètres-là sont à prendre en compte dans un tournoi. Et la plupart d'entre nous, tout le monde même, peut s'améliorer sur ces quatre points-là. Alors le deck, une fois qu'il est fait, il est fait. Mais on peut aussi adapter le deck à son style de jeu. C'est quelque chose qu'on verra aussi par la suite. Il y a différents styles de jeu et parfois on peut jouer un deck qui est exceptionnel. Si le deck ne correspond pas à notre style de jeu, on va avoir du mal à le jouer au mieux. Donc depuis le début de cette vidéo, j'explique le fait qu'on va ici parler de la stratégie de jeu, réfléchir à comment faire pour aller vers la victoire, pour avoir un maximum de chances de remporter le match, augmenter ses chances de victoire. On ne va pas ici parler des règles de l'Arcana. Je ne suis pas là pour apprendre aux gens à jouer à l'Arcana. Si vous venez juste d'acheter un starter pack et que vous vous apprêtez à jouer votre première partie, gardez cette vidéo précieusement dans vos raccourcis pour plus tard. Je ne vais pas ici expliquer comment jouer à l'Arcana. Je vais expliquer ce qui vient ensuite. Je sais jouer à l'Arcana, mais je veux m'arranger pour gagner un maximum de parties. Quand on vous a appris à jouer à l'Arcana ou à votre premier TCG, si c'était à Magic, on vous a dit que tout le monde commençait avec 20 points de vie et que celui qui gagnait, c'était celui qui a emmené son adversaire à 0 point de vie. Alors Cana, c'est l'inverse. Vous l'avez vu au départ, tout le monde commence à 0 point de l'or et celui qui gagne, c'est celui qui a 20 points de l'or. Là, j'enfonce des portes ouvertes, je sais. Mais ça, c'est pour dire que la stratégie de jeu la plus évidente qui vient à l'esprit des novices quand on explique ça, c'est de dire, bah ok, je vais commencer la partie, je vais poser des créatures pour faire du lore, je vais faire du lore au T3, du lore au T4, au tour 4, du lore au tour 5, au tour 6, et voilà, mon adversaire au tour 7, euh, moi j'aurais déjà mes 20 points de lore, et du coup j'aurais gagné la partie. C'est effectivement une approche, et donc ça va rentrer dans ce qu'on va voir par la suite, dans des types de decks, des decks qui vont avoir des stratégies liées au deck. Et là, ça serait une approche, on va dire, qu'on dirait agressive, aggro, où le but, ça va être de poser des créatures qui vont faire du lore sur la table et de faire la course avec son adversaire en se disant, en prenant le pari au départ, de se dire que je sais que mon deck a une très bonne capacité à aller me chercher des points de lore rapidement. Je vais y arriver avant que mon adversaire. Je vais arriver à 20 avant mon adversaire. Voilà, ça serait la définition d'un deck agressif, aggro. Et ça marche très bien. Alors Cana d'ailleurs, avec une présentation comme j'ai fait ici, voilà, on peut arriver au tour 7 assez facilement sans jouer une somme de cartes énorme. On peut arriver au tour 7 à avoir 20 l'or, on peut même y arriver avant, hein. Mais dans mon exemple, j'ai choisi de le détailler comme ça. Du coup, c'est une approche. Si tout le monde jouait que comme ça, honnêtement, ça serait un petit peu embêtant et
on s'ennuierait un petit peu. Heureusement, c'est pas le cas. Donc, il y a d'autres approches, et notamment une autre approche, c'est de perturber le plan de jeu adverse. Donc, on a dit si mon adversaire, son plan de jeu, c'est juste de poser des créatures et d'aller chercher du lore, moi j'ai deux options. Soit j'ai confiance que mon deck peut arriver à 20 avant lui, et dans ce cas-là, au fur et à mesure de la partie, à chaque tour, je vais me poser la question, est-ce qu'il est en avance sur moi? Est-ce que c'est moi qui suis en avance? Si je suis en avance, ok, pas de problème, je peux continuer comme j'étais en train de faire, poser des créatures, aller chercher du lore, et étant en avance, c'est mon adversaire qui a un problème. Parce que c'est moi qui suis devant, c'est lui qui doit résoudre le problème de me rattraper. Si par contre je suis pas en avance ou que c'est quand même très tendu et que je suis pas sûr, l'autre possibilité c'est de venir perturber le plan de jeu de mon adversaire. On fait la course et c'est un peu comme un Mario Kart où vous avez le choix soit d'essayer de prendre les bonus pour accélérer et arriver en tête le premier, ou alors vous pouvez essayer de prendre les bonus pour les missiles autoguidés, tout ça, pour faire les carapaces, pour faire perdre du temps à votre adversaire. Alors Kana, c'est le même principe. Vous avez la possibilité, quand vous posez une créature, soit qu'elle est activée, qu'elle est sèche, soit d'aller chercher du lore avec, ou alors vous pouvez aller défier des créatures adverses. Ou alors vous pouvez jouer d'autres cartes qui ne sont pas des créatures, par exemple des actions, qui vont bannir ou remonter dans la main des créatures adverses. Ça, on va dire que ça va être des éléments qui vont venir perturber le plan de jeu adverse pour le ralentir. Le ralentir dans le but de repasser devant lui dans la course. Et alors c'est là où on revient sur la définition des decks en eux-mêmes, où on va avoir des decks qui vont avoir pour but de gagner très vite, et le deck va être conçu avec des très bonnes cartes pour faire ça. Et de l'autre côté, il va y avoir des decks où la personne qui le joue, il n'a pas du tout envie de gagner tout de suite très vite au tour 7. Son deck est absolument incapable de faire ça. Par contre, son deck va être extrêmement bon. Il va avoir les meilleures cartes disponibles dans les meilleures couleurs disponibles pour faire ça, pour venir perturber le plan de jeu de l'adversaire en lui bannissant des cartes, en lui ralentissant des cartes, en lui remontant dans la main, en lui engageant des cartes. Et de manière à ce que la partie se prolonge au-delà du tour 7, 8, 9, 10 et ainsi de suite, et que une fois ces tours-là arrivés, l'adversaire soit peut-être à court de ressources, ou alors quand l'adversaire va piocher une carte, oui, ben il va piocher, je sais pas, je vais prendre l'exemple, il va piocher une Lilo, ok, une Lilo c'est super, ça alors pour deux, mais en même temps une Lilo c'est super fragile. Si moi en face je suis à mon tour 10, mon adversaire il pose une Lilo et que moi j'ai par exemple, je sais pas moi, un Aladdin altéré, euh, bah, j'ai quand même un sacré avantage. Donc, deux possibilités qui sont présentées ici. Je fais la course, je veux gagner très vite, ou alors je planifie plutôt de gagner tard dans la partie. Du coup, je vais juste passer mon début de partie à jouer des cartes pour empêcher mon adversaire de gagner trop vite, enfin de lorer, d'aller chercher du lore trop vite. Et quand les tours tard vont arriver, je vais utiliser l'avantage d'avoir des cartes plus impactantes sur la partie, plus capable de lorer vite, bien, de perturber encore plus le plan adverse. Voilà. Là, c'était juste pour faire une image, pour expliquer, pour théoriser la différence fondamentale qu'il peut y avoir entre des decks. Les règles de l'Orcana disent le premier qui a gagné, c'est celui qui arrive à 20 lore, c'est vrai, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est celui qui va lorer le plus rapidement possible. Il y a d'autres stratégies. Alors, pour résumer ce que je viens de dire avant, donc dans les styles de jeu, à l'Orcana, et c'est vrai dans la plupart des autres jeux de cartes à collectionner aussi, on va avoir principalement 4 styles de deck. On va avoir les decks agressifs, aggro comme je l'ai dit, le but étant d'avoir des cartes peu chères, qui vont être... enfin peu chères, d'avoir des cartes à jouer en début de partie en tout cas, de manière à arriver rapidement à 20 l'or avant son adversaire, et si possible en utilisant des cartes qui vont être difficiles à perturber. Euh, un peu à l'opposé, on va avoir les decks contrôle qui vont eux avoir des cartes de début de partie juste pour empêcher l'adversaire de gagner trop vite. Typiquement Gaston par exemple en rouge qui permet d'aller bannir n'importe quelle carte de début de partie parce qu'il attaque quand même pour 4. Donc les decks contrôle qui vont contrôler en début de partie, qui vont peut-être jouer des cartes aussi pour préparer le terrain, on va dire. Typiquement une carte comme le chaudron d'Ursula, elle va permettre de filtrer tout ce qu'on va piocher de manière à pouvoir prendre la meilleure option. Donc début de partie, je prépare le terrain, j'empêche mon adversaire de se rapprocher trop près de la victoire, et quand la partie arrive dans les tours
5, 6, 7. Là, on va pouvoir commencer à jouer des cartes plus impactantes que l'adversaire. On va profiter de cartes plus fortes, qui coûtent plus cher en encre, mais plus fortes, qui vont avoir un plus gros impact. Et vu qu'on en a plus dans son deck que son adversaire, on part du principe que on va aller chercher la victoire plus avec des grosses cartes sur la fin de partie, tout en empêchant l'adversaire d'avoir les derniers points de l'or qui lui manqueraient. Il y a des couleurs qui arrivent très bien à l'Orcana à faire ça, notamment le rubis améthyste. On le verra par la suite. Ensuite, on a la possibilité d'avoir un deck qu'on dit mid-range en anglais, donc c'est intermédiaire entre agressif et contrôle. Ça va être un deck qui va essayer d'être un peu un hybride entre les deux. Il va prendre le meilleur parti, un deck qui va avoir un petit peu les deux aspects, qui va pouvoir tirer le meilleur parti des cartes en début de partie pour essayer peut-être de faire la course et de gagner. Mais si la partie s'éternise, il a aussi d'autres cartes qui vont lui permettre de rivaliser avec les decks contrôle et qui vont avoir un deck qui va avoir un second souffle. Ce qui va souvent manquer à un deck agressif, c'est un second souffle. Le deck agressif, il va tout miser sur les premiers tours, il va éventuellement vider sa main pour essayer d'aller chercher les 20 l'or le plus rapidement possible. Ça passe ou ça casse. Le deck midrange, lui, il va plutôt être dans la mesure. Il va essayer de s'adapter en fonction de la situation. Ce que chaque deck doit faire de toute façon, mais le deck midrange va exceller dans ça. Il va avoir des cartes vraiment très flexibles en fonction des situations, et c'est vraiment un intermédiaire entre agressif et contrôle. Et le dernier type de deck euh, qu'on peut voir dans les jeux de cartes à collectionner, alors actuellement à l'Orcana, pour moi il y a deux decks qui s'apparentent à des decks combo. Il y en aura évidemment plus avec les chapitres à venir, parce que pour qu'il y ait des combos, il faut qu'il y ait des synergies entre des cartes qui permettent de prendre un avantage, qui permettent de faire quelque chose qui n'est normalement pas possible de faire, ou pas aussi bien. Euh, donc à l'Arcana, on va avoir aujourd'hui par exemple la possibilité, en jouant Émeraude Acier, on peut gagner en utilisant une règle qui dit que si on doit piocher une carte mais qu'on n'en a plus dans sa bibliothèque, on a perdu la partie. Donc il y a un deck combo qui fonctionne assez bien, je dois dire, aujourd'hui à l'Orcana avec uniquement le chapitre 1. Peut-être qu'il marchera encore mieux avec le chapitre 2 ou à l'avenir avec d'autres chapitres. Un deck qui est uniquement basé sur le fait de je m'en moque des lores. Je m'en moque même un petit peu des lores de mon adversaire du moment qu'il n'est pas trop près des 20. Moi, mon seul but, c'est de faire piocher mon adversaire pour qu'il ait plus de cartes dans sa bibliothèque. Et vu que moi je joue plus de cartes que lui dans la bibliothèque, on va tous les deux, on appelle ça se meuler, on va tous les deux piocher, défausser, piocher, défausser. Sauf que vu que moi je joue peut-être une dizaine, une quinzaine de cartes de plus que mon adversaire, c'est lui qui va arriver à court de cartes dans sa bibliothèque en premier, et du coup je vais gagner sur un point de règle qui n'a rien à voir avec le fait d'avoir 20 l'or. Ça c'est un deck combo. Il va utiliser à son avantage un point de règle ou alors une synergie entre deux cartes. Là, il n'y a pas vraiment d'exemple aujourd'hui dans l'Arcana de synergies exceptionnelles qui font gagner instantanément, par exemple, avec des cartes, si ce n'est en utilisant le point de règle que j'ai donné. Mais à l'avenir, on pourra avoir des choses comme ça. On pourra avoir des combos entre, je sais pas, par exemple, la Ariel bleue qui peut se détaper quand on joue un item, je crois. On pourrait avoir une synergie avec d'autres choses qui font qu'on peut la taper, la détaper, enfin aller à l'aventure, rejoindre un item qui la détape, aller à l'aventure, et hop, on a gagné instantanément. Actuellement, on ne peut pas faire ça, c'est peut-être pas plus mal, mais dans beaucoup d'autres jeux de cartes à collectionner plus anciens, avec un plus gros pool de cartes disponibles, on arrive assez facilement à faire des combos comme ça, qui parfois font l'objet de bans d'ailleurs, hein, quand les développeurs partent du principe que eux-mêmes l'avaient pas vu venir, ça arrive régulièrement qu'ils décident de bannir une carte parce que elle fait partie d'une combo qui n'aurait pas dû être en fait. C'est juste qu'ils n'ont pas fait attention quand ils ont fait les cartes. Et là encore, avec un jeu qui n'a que 204 cartes comme aujourd'hui, c'est assez facile de vérifier qu'il n'y ait pas d'aberration comme ça sera plus dur à l'avenir. Et il y a des decks qui sont tout à fait viables en jouant sur des points de combo. Donc voilà, ça c'était pour les quatre grands styles de decks qu'on peut rencontrer à l'Orcana. Et là, il y a un côté affect, il y a un côté où, en tant que joueur, que vous soyez un joueur de jeux de société, un joueur d'autres jeux de cartes à collectionner, ou pas du tout, juste vous avez vu les 204 cartes l'Orcana vous ont passé devant les yeux avec les 6 couleurs, et à un moment vous vous êtes sans doute dit ah mais j'ai quand même plutôt un penchant pour ça. Et on va le voir ailleurs dans les slides suivantes. Là, il y a un côté personnalité. On a plutôt une personnalité à jouer un type de deck qu'un autre en général. Après, ça n'empêche pas de jouer très bien tous les types de decks. Et c'est d'ailleurs un avantage en tournoi de bien maîtriser, de bien savoir les potentiels
de chacun de ces 4 types de decks pour ne pas se faire surprendre. Et c'est donc la fin de cette première partie de la vidéo. On s'arrêtera donc ici pour reprendre la prochaine fois sur cette diapo où on abordera les principaux aspects prévalents à chaque couleur d'encre et tout le reste évidemment. On essaie de garder des vidéos à peu près courtes de 25 minutes et on en fera 3 voire 4 pour couvrir l'intégralité de la masterclass du cours. On se retrouve donc d'ici quelques jours pour la sortie de la deuxième partie. D'ici là, je vous dis, jouez bien et à bientôt.